L'homme nommé pour devenir le prochain chef de la légendaire organisation Mossad était au tribunal cette semaine, et la Knesset a adopté une loi majeure créant un tribunal pour enfin juger les terroristes du 7 octobre. Que pouvons-nous apprendre de ces histoires? Je suis Ilana Mizel-Diamant et voici la loi fondamentale. Cette semaine a été très importante tant sur le plan juridique que politique, alors que la Knesset a ouvert sa dernière session de ce mandat et que la Cour suprême a continué d'examiner une série d'affaires extrêmement importantes concernant la sécurité israélienne et la politique sociale. La session de la Knesset a commencé en fanfare. Lundi soir, la Knesset a adopté une loi majeure autorisant un tribunal militaire spécial à juger les quelques 300 terroristes du 7 octobre capturés par les forces israéliennes à l'intérieur d'Israël et détenus depuis l'attaque. C'est une tentative de mettre fin à 2 ans et demi de vide juridique concernant la manière dont ils peuvent et doivent être jugés. Des membres de la coalition et de l'opposition ont présenté ensemble le projet de loi. Il a été adopté à 93 voix contre 0, une supermajorité rare, d'autant plus remarquable qu'une simple majorité aurait suffi et qu'aucun membre n'a voté contre. C'est là une déclaration d'unité inébranlable lorsqu'il s'agit de juger et de punir ceux qui ont assassiné, violé, mutilé, enlevé et torturé nos amis et notre famille le 7 octobre. Friends and family on October 7th. C'est une réponse partielle à un cri de justice, et nous ne pouvons qu'espérer qu'elle soit bonne. Le projet de loi établit un cadre judiciaire militaire dédié. Il autorise des poursuites pour terrorisme, atteinte à la souveraineté israélienne et génocide selon la loi israélienne de 1950 sur la prévention du génocide. Cette loi sur le génocide était la réponse d'Israël à la Shoah, et l'appliquer aux événements du 7 octobre constitue une qualification juridique de l'intention, celle de l'élimination du peuple juif. La loi autorise la peine de mort pour les crimes graves et interdit la libération de toute personne jugée en vertu de cette loi lors de futurs échanges de prisonniers. Et elle exige que les audiences les plus importantes, l'ouverture, le verdict et le prononcé de la peine soient filmés et diffusés sur un site public dédié. Gardez cela en tête pour un peu plus tard dans l'émission. Il y aura sûrement des difficultés à mettre ce tribunal en place et de nombreuses façons dont sa mise en œuvre pratique pourrait être entravée. Mais, ne serait-ce qu'un instant, cette semaine, l'État juif s'est rassemblé comme il le fait presque toujours face aux menaces extérieures, et il a parlé d'une seule voix. Bien sûr, cette voix s'est fissurée peu de temps après, alors qu'une crise politique couvait au sein de la coalition à propos de la conscription des Haredim, rapprochant un vote pour dissoudre la Knesset et organiser des élections anticipées. Pour celles qui suivent l'actualité judiciaire, vos yeux doivent être fatigués de courir après les gros titres. Récemment, la Cour a examiné ou examine encore des recours sur la commission d'enquête d'État sur le 7 octobre, la révocation possible du ministre Yair Ben-Gvir, la réduction des subventions et l'arrestation des réfractaires à la conscription Haredi. Et maintenant, il y a un recours contestant la nomination du prochain chef du Mossad, le général de division Roman Goffman, qui doit prendre ses fonctions le 2 juin. Je veux me concentrer sur l'affaire Goffman parce qu'elle est importante et je pense qu'elle illustre certains points clés de la société israélienne. Le Mossad jouit d'une réputation mythique aussi bien auprès de ses admirateurs que de ses ennemis. Pour les amis d'Israël et du peuple juif, c'est un personnage principal dans des décennies d'histoire d'héroïsme israélien, d'intrigue et d'espionnage. Eichmann, enlevé dans une rue de Buenos Aires en 1960, exfiltré en Israël, jugé et pendu. Une fausse station de plongée sur la côte soudanaise de la mer Rouge a permis à des milliers de Juifs éthiopiens de rejoindre Israël. La longue traque pour retrouver les auteurs du massacre des Jeux olympiques de Munich. Et puis, au cours des 2 dernières années seulement, des pagés explosant dans les poches des agents du Hezbollah à travers le Liban, la guerre de 12 jours avec l'Iran, et une frappe conjointe américano-israélienne qui a éliminé le guide suprême dans son propre complexe à Téhéran. Et maintenant, c'est cette organisation dont le futur dirigeant fait l'objet d'une contestation judiciaire que la Cour a bien sûr accepté d'examiner et qu'elle a maintenant entendue. Pour ceux qui ont une impression de déjà-vu, ce n'est pas la première fois qu'un dirigeant d'une grande organisation de sécurité se retrouve devant la justice sous cette administration. Vous vous rappelez que l'an dernier, le limogeage du chef du Shin Bet, Ronen Bar, a été contesté, forçant le gouvernement à collaborer, ou plutôt à ne pas vraiment collaborer, avec ce chef qu'il avait tenté d'évincer publiquement.
Celui qui lui a finalement succédé, l'actuel chef du Shin Bet, David Zini, a vu son entrée en fonction retardée en raison de contestations juridiques, puis il a lui-même fait l'objet de recours judiciaires une fois en poste. Voilà exactement le genre d'histoire auquel je fais référence lorsque je parle aux gens, en général, du fait que le droit en Israël est indissociable des grandes décisions politiques qui touchent à tous les aspects de la vie israélienne, la sécurité nationale, l'économie, l'éducation, la religion et l'État. Toute personne qui se soucie de l'un de ces sujets doit aussi comprendre que le système juridique détermine souvent leur sort. C'est surtout vrai dans un pays où chacun peut contester toute décision directement devant la Cour suprême, pour le meilleur ou pour le pire. Ou, pour le meilleur ou pour le pire, la procureure générale agit comme un veto de fait indépendant sur l'action gouvernementale au sein même de la branche exécutive. Et où, pour le meilleur et pour le pire, une idéologie étatiste a produit une bureaucratie enracinée qui considère qu'une partie de son rôle consiste à exercer une hypervigilance à l'égard de l'échelon politique. Nous en venons maintenant à la secrétaire militaire du Premier ministre, la générale de division Goffman, et au Mossad. Au moment de cet enregistrement, le tribunal n'a pas encore statué sur l'affaire, mais quel que soit le résultat, ce contexte sera important. Alors, comme d'habitude, que se passe-t-il avec Goffman? Cela dépend à qui vous demandez. Je vais raconter l'histoire que vous connaissez peut-être et celle que vous ignorez probablement. Voici le point de vue des contestataires, largement rapporté. 2 ONG ont saisi la haute cour, rejointes par Ori El Makayas, un homme qui avait 17 ans, lorsque Goffman, alors commandant de division, a approuvé son recrutement pour une campagne d'influence en langue arabe que les FDI n'étaient pas autorisés à mener. Alors qu'il était encore mineur, El Makai a été arrêté par le Shin Bet, accusé d'espionnage et détenu pendant environ 18 mois avant que l'acte d'accusation ne soit retiré. Asher Grunis, président du comité des nominations et ancien président de la Cour suprême, s'est opposé à l'approbation de Goffman par son propre comité, qualifiant son rôle de faute éthique très grave. La procureure générale Gali Barav Meara a déposé son avis dimanche, déclarant que la nomination, je cite, souffre d'une déraison extrême et flagrante et devrait être annulée. Et le chef sortant du Mossad, David Barnea, a envoyé une lettre non sollicitée à la Cour suprême, avertissant que Goffman pourrait, je cite, causer d'immenses dommages à l'État d'Israël. Selon cette interprétation, la nomination est problématique, les instances compétentes l'ont signalé et la Cour fait exactement ce qu'elle devrait faire. Mais voici un aspect que vous n'avez peut-être pas vu. Et c'est la thèse selon laquelle l'affaire El Makayas a en réalité été embrouillée dès le début parce qu'il y avait 2 opérations distinctes et non une seule. La sérieuse, celle qui a mis El Makayas en prison, n'impliquait pas du tout Goffman. Des mois avant que la division de Goffman ne s'intéresse à El Makayas, une autre unité de renseignement militaire l'utilisait déjà comme source pour des informations classifiées. La division de Goffman a fait quelque chose de bien plus restreint. Sur suggestion d'un subordonné, elle a alimenté la chaîne Telegram très suivie d'El Makayas avec des informations publiques provenant de sites d'actualité israéliens dans le cadre d'une campagne de dissuasion à la frontière syrienne. Goffman ignorait que la chaîne était tenue par un mineur et lorsque cela a été découvert, le procureur militaire général de Tsahal a refusé d'ouvrir une enquête criminelle, tandis que le commandant du commandement Nord a conclu qu'il s'agissait d'un échec opérationnel plutôt que d'une faute éthique. Il n'a émis qu'une simple observation de commandement, qui est le niveau le plus bas de réponse de Tsahal et qui n'est même pas consigné dans le dossier personnel de Goffman. Donc, si nous adoptons cette interprétation, ce que nous voyons maintenant est quelque chose d'un peu plus préoccupant. La majorité de 3 membres du comité de sélection a approuvé la nomination, tandis que le juge Grunis a exprimé une opinion dissidente, mais a classé son avis comme confidentiel et n'a pas partagé l'intégralité de ses motivations avec les autres membres du comité ni avec le public. La procureure générale a alors refusé de représenter la première ministre devant le tribunal, a dépassé son propre délai de 2 jours et a adopté la position du président dissident contre la majorité. Parallèlement, des rapports indiquent que le chef sortant du Mossad, qui n'est pas un élu, a mené une campagne contre son successeur désigné auprès de la première ministre, du comité, de la procureure générale, puis par une lettre confidentielle adressée au tribunal. Dans cette optique, la réaction à Goffman concerne moins Goffman elle-même qu'un réflexe institutionnel. Un système dont les hauts responsables se sentent à l'aise de s'opposer collectivement au choix d'un gouvernement élu lorsque la candidate vient de l'extérieur de leur milieu.
Quoi qu'on pense de ces interprétations, le Premier ministre lui-même a choisi de répondre directement à celles-ci. Le vendredi 8 mai, Netanyahou a soumis sa réponse à la Cour, exigeant que les pétitions soient purement et simplement rejetées. La responsabilité de la sécurité de l'État, a-t-il écrit, est confiée au Premier ministre et à lui seul, et la Cour ne dispose pas des moyens nécessaires pour remettre en question une décision de sécurité de ce type. À présent, le contraste entre l'unité autour de la volonté de traduire en justice les ennemis de l'État juif et l'acrimonie que l'on observe autour des nominations ne pourrait pas être plus frappant. D'un côté, une démonstration de force et de détermination, bien que non exempte de critiques, de doutes et de chagrin, comme on pourrait s'y attendre. De l'autre, l'un des postes les plus importants du pays, un poste qui doit travailler en étroite collaboration avec le gouvernement élu et l'appareil de sécurité qu'il est censé contrôler, devient le sujet d'une controverse nationale et finit par être porté devant la justice, et ce n'est pas la première fois. Alors souvenez-vous, ce n'est pas la troisième, la quatrième, ni même la cinquième grande nomination à être contestée sous ce gouvernement. Le processus de nomination du commissaire à la fonction publique a été annulé par la Haute Cour de justice en 2025, laissant le poste effectivement vacant pendant plus d'un an. La deuxième autorité de la télévision et de la radio a été complètement gelée par une injonction d'urgence plus tôt ce mois-ci à cause de la nomination de son président. En 2024, la chef par intérim de cette même autorité, Odalia Minis, a fait l'objet d'un recours et la procureure générale a refusé de défendre sa nomination. La Cour a même réprimandé la procureure générale à ce moment-là et a approuvé la nomination. Parlons un instant de ce que signifie réellement cette série de contestations. En matière de nomination, la règle appliquée par la Cour était qu'elle n'appliquait la doctrine de l'extrême déraisonnabilité que très rarement. Alors, que se passe-t-il? Est-ce que chaque nomination faite par ce gouvernement est vraiment entachée à un point tel qu'elle nécessite une révocation pour des raisons juridiques? Peut-être que certains le pensent, mais c'est une réponse peu probable, car le tribunal lui-même a finalement approuvé la nomination de Zini au Shin Bet et celle de Minis à son poste intérimaire. Donc, si l'on fait preuve de générosité envers les contestataires, la réponse est que certaines nominations peuvent effectivement poser problème. Mais si l'on est très sceptique, la réponse est aucune. Dans les deux cas, cela mène à une triste dichotomie. Les contestations deviennent soit une expression de méfiance envers l'échelon politique, soit de la pure malveillance. Cela est alors interprété par ceux qui font confiance à l'échelon politique comme une attaque totale contre leur choix. Et ce à quoi on aboutit, c'est une érosion de la confiance partout. Maintenant, les chiffres confirment cette théorie. Selon l'Institut pour la liberté et la responsabilité de l'Université Reichmann, la confiance du public dans le gouvernement s'élève à 17% et la confiance dans la Knesset à 11%. La Cour suprême est à 44%, ce qui pour elle est proche d'un niveau parmi les plus bas depuis longtemps. La procureure générale est à 43%, la police à 27%. En revanche, les forces de défense israéliennes bénéficient, selon cette enquête, de la confiance de 65 à 77% du public, ce qui est le taux le plus élevé parmi toutes les institutions mesurées. J'ai vu d'autres enquêtes où ce chiffre est encore plus haut. Il est clair, à la façon dont Israël se mobilise pour combattre et à la manière dont la Knesset est finalement parvenue à un consensus sur le tribunal, que le déclencheur de l'unité en Israël est la perception d'une menace existentielle. Malheureusement, il y a bien sûr de bonnes raisons historiques et même des raisons récentes à cela. Mais ironiquement, il est possible que la gestion des menaces militaires depuis le 7 octobre ait eu pour effet de nous bercer d'un sentiment de sécurité intérieure suffisante. Que les anciennes fissures et les anciens gouffres s'expriment à nouveau dans tout ce que nous ne considérons pas normalement comme existentiel. Cela comprend querelles, marchandages et lutte de pouvoir dans le domaine du droit et de la gouvernance. Mais la question de savoir qui dirige le Mossad, l'armée, le Shin Bet, à quel point ils collaborent avec le niveau politique et quelle est leur vision stratégique du monde, ce sont là des questions existentielles. Leurs perspectives et leur capacité à travailler au sein du système ou à le remettre en question sont déterminantes, et nous l'avons appris aussi, tragiquement, le 7 octobre. Dans une certaine mesure, il semble que nous l'oublions, car l'unité a rempli son rôle en mobilisant une réponse militaire remarquable face à la menace. Israël est comme une armure intelligente, c'est-à-dire, vous savez, un matériau conçu pour se durcir lors d'un impact afin de protéger le corps, puis de s'assouplir lorsqu'il n'est pas attaqué.
Donc, nous nous relâchons ou nous nous sommes relâchés et cela se voit. D'accord. Étant donné que ces enjeux sont existentiels, nous devons les aborder plus sérieusement, tant en politique que devant les tribunaux. À moins qu'il n'y ait un véritable problème de légalité en jeu, plutôt qu'une question de jugement sur le caractère, le personnel sur lequel repose le gouvernement démocratique et la sécurité ne devrait pas dépendre du raisonnement des tribunaux. Pour traiter ce problème, il faut réévaluer les caractéristiques extraordinaires d'un système juridique qui s'est érigé en acteur décisif sur tant de questions politiques cruciales. Nous avons déjà abordé ces aspects et leurs mécanismes dans l'émission. Il n'y a pas d'exigence d'intérêt à agir. Donc, sans vouloir être vulgaire, mais en gros, n'importe qui peut contester n'importe quoi. Il n'y a pratiquement aucune limite à ce que la Cour peut entendre et il y a peu de limites aux mesures qu'elle peut accorder. Le monde politique doit s'interroger car un grand fossé sépare les Israéliens de leurs dirigeants. L'indice 2024 de l'Institut de la démocratie d'Israël a révélé que 81% des Israéliens juifs disent pouvoir toujours compter sur leurs concitoyens en temps de crise, contre seulement 25,5% qui disent la même chose à propos de l'État. Cet écart est environ 2 fois supérieur à celui des démocraties occidentales comparables et reste presque inchangé dans la mise à jour de 2025. Pour le bien-être de l'État juif, c'est un écart qu'il faut combler. Et je pense que la voie à suivre commence par une série d'ajustements ciblés plutôt que par de grandes révolutions politiques. Des mesures qui peuvent être facilement expliquées, qui suscitent le consensus et qui, selon le public, vont dans le sens d'un pays qui se construit encore sous nos yeux. Alors, prenons l'exemple de l'histoire actuelle. L'instinct derrière le système de nomination actuel est compréhensible. Les candidats au poste de haut niveau ont besoin d'un examen rigoureux et un État qui cherche encore comment répartir le pouvoir a des raisons de vouloir des garde-fous contre la mainmise politique sur la fonction publique. Cet instinct constitue le meilleur argument en faveur d'un système juridique qui se veut opposé au pouvoir politique. Mais ce même instinct pourrait tout aussi bien servir à justifier des procédures impliquant davantage le public, plus de transparence, moins de contrôle par une élite. Et ici, d'une certaine manière poétique, il y a peut-être autre chose à apprendre de l'élan qui a conduit à la loi adoptée cette semaine, la 930, qui invite le public à assister au procès des terroristes du 7 octobre et offre au moins aux citoyens un aperçu du fonctionnement de l'un des gestes les plus importants pour tourner la page après cette terrible journée. Il y a plusieurs moyens de rendre les processus politiques israéliens plus transparents, et j'en citerai simplement 2 que je connais. L'idée d'un rôle parlementaire important dans les nominations à des postes élevés revient souvent dans le discours politique israélien. Il est vrai que cela s'inspire des auditions de confirmation du Sénat américain, un mécanisme conçu pour tester publiquement la qualité des nominations à des postes élevés. Une deuxième analyse est tout aussi sociologique que politique. La présidente du commission des nominations aux hautes fonctions, nommée par le gouvernement, est une juge émérite de la Cour suprême. Toujours. Le principe est que ces personnalités sont les mieux placées pour juger la Torah Amidot, c'est-à-dire la pureté des valeurs et de la conduite d'une personne. Ce même principe place d'anciens juges à la tête des comités qui choisissent les dirigeants des banques et des caisses d'assurance maladie, ainsi qu'un juge actuel de la Cour suprême à la tête du comité central des élections. Ce même principe, combiné avec un désir d'avoir une force contre-majoritaire face au gouvernement, donne aux juges de la Cour suprême un bloc de contrôle au sein même du commission de sélection des juges. Mais un problème plus discret est que cela limite la direction de ces comités très importants à un petit groupe de personnes dont l'autorité dans leur carrière dépend de leur isolement vis-à-vis du public. Cette distance est précisément destinée à renforcer les juges dans leur rôle juridique. Mais ce n'est pas forcément la bonne qualification lorsque la tâche consiste à évaluer le caractère de personnalités publiques qui vont travailler avec d'autres personnalités publiques au sein de la structure complexe de la gouvernance démocratique. Un problème encore plus profond est de supposer que la formation juridique confère un monopole pour discerner l'aptitude morale, comme si la raisonnabilité était une constante scientifique plutôt qu'un jugement de valeur subjectif. Il existe probablement une liste interminable de petites modifications à fort impact que nous pourrions apporter au droit et à la gouvernance israélien sans qu'il soit nécessaire de faire le travail plus difficile de construire un consensus autour d'un changement systémique de grande ampleur.
Et j'espère que des mesures plus modestes, si elles sont élaborées et mises en œuvre, nous prépareront à une discussion plus large. En fin de compte, plus essentiel que toutes ces petites idées, c'est de prendre conscience que nous existons sur une tête d'épingle à plus d'un titre, et cela malgré un marché boursier en plein essor et l'une des meilleures armées du monde. Travailler ensemble d'un seul bloc pour défendre ce pays contre les ennemis extérieurs n'est que la moitié du travail. Desserrer les poings quand nous rentrons chez nous, c'est l'autre moitié. Alors, aux habitants de Jérusalem, bonne fête de Jérusalem et je vous dis à la semaine prochaine.